Bienvenue à tous et à toutes dans cette analyse du chapitre 28 de Dead by Daylight. Et comme toutes les autres analyses de chapitres, nous allons parler bien évidemment du nouveau tueur, du nouveau survivant et de la nouvelle map. Mais avant, quelques explications. Comme vous pouvez le remarquer, je sors cette vidéo alors que le chapitre est sorti il y a une semaine, alors que toutes les autres analyses de chapitres, je les ai faites lorsque la PTB était en cours. Pourquoi? Alors, je vais vraiment résumer, mais de résumer au plus court, parce qu'en vrai, il y a plein de raisons. L'une des premières raisons, c'est lorsque j'ai joué à la PTB et que j'ai commencé à un peu étudier ce que j'allais dire dans mon analyse de chapitre, et ben en fait, j'avais rien d'intéressant à dire et surtout j'avais la flemme. C'était un moment où en fait je saturais un peu Dead by Daylight et j'avais besoin de faire d'autres choses que Dead by Daylight. Du coup, pour éviter d'être dégoûté par ce jeu, j'ai juste décidé de reporter les analyses de chapitre à la sortie complète du chapitre. Mais c'est pas l'unique raison. L'autre raison, c'est pour me faciliter le montage de cette vidéo. Car lorsque les chapitres sortent, c'est vraiment dur de trouver des informations, des images de bonne qualité et des vraies infos en fait, des vraies statistiques. Donc souvent mes analyses se portent sur seulement ce que j'ai vu et seulement sur ce que DBD Wiki a bien voulu partager. Parce que autant pour certains chapitres DBD Wiki partage des statistiques, des vrais chiffres, des vrais pourcentages assez vite, autant parfois il faut attendre 4 à 5 jours. Et parfois même ils font des erreurs. Et enfin, la dernière raison, entre gros guillemets, c'est parce que je voulais voir s'il y allait avoir des changements. Car entre la sortie de la PTB de la marchande de crâne et la sortie en chapitre de la marchande de crâne, le tueur, on va pas dire qu'il n'avait plus rien à voir, mais il y a eu énormément de changements. Et encore plus quelques semaines après où il y a quasiment eu un rework du personnage. D'ailleurs, je le précise, je le dis maintenant, c'est pas un truc qui va devenir habituel. Ça se peut que l'autre analyse de chapitre se passe après la sortie du chapitre et pas pendant la PTB, mais je reste sur ma politique de je vais sortir les analyses de chapitre pendant la PTB. Voilà, bref, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, maintenant on passe à l'analyse et on va commencer par parler du tueur. Hux A713, aussi appelé la singularité, un robot tueur du futur, vient s'ajouter aux nombreux tueurs de Dead by Daylight. La singularité possède un pouvoir appelé instance quantique. Alors, j'ai l'impression de dire ça souvent, mais c'est vraiment un pouvoir simple à comprendre, mais long à expliquer. Alors parce que celui-là, en fait, il possède plusieurs éléments qui sont très importants pour la compréhension. En fait, il en possède 3. Déjà, première chose, il faut savoir que instance quantique vous permet en fait de pouvoir tirer des biocapsules qui peuvent s'accrocher à des surfaces. Attention, les biocapsules ne peuvent pas s'accrocher au sol. Elles peuvent s'accrocher sur des murs, sur des branches d'arbres, sur des plafonds, sur des projecteurs en l'air, mais ne peuvent pas s'accrocher sur le sol. Voilà, ça c'est une chose importante à savoir. Ensuite, la singularité pourra voir à travers les biocapsules comme des caméras qu'il pourra pivoter à droite à gauche pour regarder partout autour de lui en fait. Lorsque la biocapsule voit un survivant et qu'il est à moins de 20 mètres, il pourra tirer dessus une autre espèce de biocapsule mais qui va s'accrocher au survivant. Et là maintenant, il faut qu'on parle de la surcadence. Alors la surcadence, c'est quoi? C'est un mode agressif qu'arbore la singularité lorsqu'il se téléporte derrière une personne parasitée. Et je précise que la singularité ne peut se téléporter derrière une personne parasitée seulement si elle est parasitée. Il ne peut pas se téléporter derrière une personne qui ne l'est pas. Ensuite, pour cela, il devra sortir son canon, le même qu'il utilise pour tirer des biocapsules, sauf que là, il devra tirer sur un survivant. Mais au lieu de tirer une biocapsule, ça va le téléporter derrière. Je précise qu'en vrai, la portée du canon est assez longue. Moi, ça m'a assez impressionné de voir la distance à laquelle on pouvait se téléporter derrière un survivant. Mais une fois que vous l'aurez fait, vous irez plus vite, vous casserez les palettes plus vite, vous passerez par-dessus les fenêtres plus vite, mais surtout le plus intéressant, c'est que les palettes ne vous feront rien. Alors comment ça ne vous feront rien? Et bien en fait c'est comme Fuir de l'esprit, mais sans le stun. Donc c'est à dire que les palettes qui vont tomber sur vous vont se casser, mais vous allez juste être ralenti, vous pourrez encore bouger. Donc par exemple, vous poursuivez un survivant, il fait tomber une palette sur vous, vous pouvez comme le taper derrière, parce qu'en fait, la palette va se briser sur vous, donc vous vous en foutez. Autre point qui est très intéressant et que je n'avais pas vu dans la PTB, donc comme quoi c'est quand même intéressant de jouer le tueur par soi-même contre des vrais joueurs, c'est qu'en fait, lorsqu'une personne est atteinte par cette biocapsule dans son dos, on peut répéter plusieurs fois le tir, c'est-à-dire vous pouvez tirer dans le dos de la personne, la frapper, lui faire des dégâts, la voir s'échapper, lui retirer dessus, re-être en mode tempête de flux et la retaper. Vous pouvez vraiment enchaîner autant que vous voulez cette tempête de flux tant que la personne a sa biocapsule dans son dos
et tant que vous pouvez lui tirer dessus avec votre canon. Alors, ça a l'air très fort dit comme ça, mais en réalité, pour l'avoir joué, ça a quand même pas mal de points faibles, surtout sur certains loops. Maintenant, on va passer au dernier élément important de son pouvoir, c'est les IEM. Sur la map, il y aura des caisses, enfin plutôt des espèces d'imprimantes caisses, qui vont imprimer des brouilleurs IEM. Ces brouilleurs IEM vous permettront en fait de désactiver des biocapsules qui soient soit placées en mode caméra, soit sur le dos d'autres survivants. Une fois que cet UM sera utilisé, les caméras seront brouillées, alors le tueur pourra toujours voir dedans mais plus tirer sur les survivants, et par contre les biocapsules sur le dos, eux, disparaîtront complètement. La strat à avoir, c'est vraiment de toujours avoir un IEM sur soi, soit pour protéger l'un de ses potes, soit pour se sauver son cul soi-même. Parce qu'il est important quand même de savoir que si le tueur n'a pas mis de biocapsule sur vous, il ne peut rien vous faire de plus qu'un tueur classique. C'est vraiment sa seule option offensive. Et heureusement d'ailleurs. Voilà, ça en est tout pour le pouvoir du tueur. Alors oui, je sais, j'ai sauté quelques détails, voire des trucs plus importants, genre par exemple le fait qu'on peut se téléporter sur un survivant par le biais d'une biocapsule et pas en lui tirant dessus. Ou par exemple le fait aussi qu'on peut enlever des biocapsules pour les remettre autre part et que les biocapsules en fait, c'est comme les pièges de l'harpie. À force d'en utiliser, ça va gâcher les anciens pour en utiliser des nouveaux. Enfin bref, c'est plein de choses que je trouve moins intéressantes à raconter, donc j'en parle pas. Je préfère qu'on passe aux compétences du tueur. Alors, les compétences de la singularité. Bon, par contre, vous m'excuserez, on va très vite passer dessus parce que vraiment, c'est rare de voir un tueur avec autant de perks de merde. Parce que même pour The Dredge, par exemple, il y en avait au moins une qui était sympa dans certaines situations. Mais alors lui, c'est vraiment catastrophe sur catastrophe. Bref, commençons par la première perk, limite génétique. Une compétence qui affligera un survivant du statut épuisement lorsqu'il achèvera un soin, sur lui ou sur un autre survivant. Et ceci pendant 32 secondes. Alors déjà, on pourrait se demander pourquoi 32 secondes, et ensuite, on va quand même être honnête, cette perk n'est pas très utile. En fait, quitte à avoir une bonne perk d'épuisement, je préférerais encore jouer avec Fearmonger, je préférerais encore jouer avec Summer de peur, parce que là, épuisement... En fait, peut-être que cette perk serait utile avec la compétence de Pyramid Head dont j'oubliais le nom, celle qui fait crier les survivants quand ils en soignent un autre, mais alors sinon en vrai je vois pas d'utilité, puis même là en vrai c'est vraiment gâché, 2 emplacements de perk pour des trucs bien plus utiles. Next. Et si vous trouvez que cette compétence c'est de la merde, oh putain vous êtes pas prêt pour la suivante, hésitation forcée. En gros, un survivant qui est à terre mettra en entrave les autres survivants autour de lui dans un rayon de 16 mètres de 20%. Alors, déjà je précise que ça dure 10 secondes. Pourquoi 10 secondes et pas autant de temps que tant qu'ils sont dans la zone du survivant à terre, je ne sais pas. Et en plus de ça, le truc qui fait vraiment que cette perk c'est de la pure merde, c'est qu'elle a un temps de recharge de 35 secondes. Mais alors, je ne sais pas pourquoi. Alors c'est con parce que l'idée de base de jouer sur une personne à terre peut être intéressante. Mais alors là... Bon, je suppose qu'ils ont pas rendu la perk plus ouf que ça pour éviter le slugging, mais dans ces cas-là, je sais pas, créer une perk autour de ce principe-là, mais avec une mécanique anti-slug. Pourquoi, par exemple, ne pas avoir fait une perk qui mettrait les survivants à découvert lorsqu'ils sont dans un rayon de 16 mètres du survivant à terre? Puis même 16 mètres en jeu, en vrai, c'est pas si grand que ça, hein. Vous vous rendez compte, dans Dead by Daylight, la largeur de 16 mètres? Bon, ok, d'accord, ça dépend des maps et de la zone où est la personne à terre. Mais en vrai, c'est pas très loin, hein. Moi j'aurais réellement préféré que ce soit 16 mètres et que dès que quelqu'un rentre dans ces 16 mètres, il soit à découvert et genre reste à découvert lorsqu'il sort de la zone et 10 secondes quoi. Et bon là, putain quoi. Et même si tu voulais par exemple mettre cette mécanique là mais éviter par exemple le slugging pour éviter que les survivants se forcent à aller chercher l'autre à terre et pendant que le tueur il fait sa pêche et les met tous à terre un par un, tu fais en sorte que justement la perk ne marche que 30 secondes une fois que le survivant est à terre et après elle se désactive pour éviter les abus. Enfin bref, il y avait 3000 façons de rendre cette perk plus intéressante. Je trouve que celle-ci c'est une des pires, mais des pires perks, elle va vite tomber aux oubliettes. Et enfin, dernière perk, peut-être la meilleure, mais ça veut pas dire qu'elle est bien, apprentissage automatique. Lorsque vous frapperez un générateur, il sera compromis. Si ce générateur compromis est terminé par des survivants, vous deviendrez indétectable et gagnez un bonus de 10% de rapidité, ce qui est en réalité très intéressant. Mais par contre, ça ne restera que pendant 30 secondes. Ensuite, la compétence se désactivera. Alors, qu'est-ce qui est bien dans cette perk? Le statut de rapidité de 10% est vraiment très intéressant. Le fait d'être indétectable est vraiment cool. Alors, ce serait vraiment un truc à étudier sur d'autres tueurs. En réalité, ça peut vraiment être très bien. Bon, maintenant, qu'est-ce qui ne va pas avec cette perk? Bon, déjà, c'est forcément le dernier générateur qu'on frappera qui sera compromis. C'est pas qu'une mécanique d'éruption. J'ai envie de vous dire heureusement parce qu'en réalité, ça serait vite casse-couille. Mais même là,
en vrai je trouve que la perk n'aurait pas vraiment de raison d'être jouée. En fait les 30 secondes me dérangent. En 30 secondes, vous savez qu'en 30 secondes, je sais qu'il se passe beaucoup de choses sur Dead by Daylight, mais en 30 secondes tu peux aussi juste t'amuser à chercher les survivants, ne pas les trouver. Avant que cette perk se joue avec Murmure Amer, ouais bof. En fait mon problème c'est que en 30 secondes, en théorie, t'as le temps, allez peut-être, si les mecs jouent bien, juste bien, d'en foutre un à terre, enfin le chasser déjà, le foutre à terre et de l'accrocher sur ton crochet. Parce que c'est con, mais juste le ramasser, l'emmener accroché et l'accrocher, ça te prend au moins 10-15 secondes, hein. Et je suis sympa. Il y en a qui vont dire que j'abuse, que quand j'en ai parlé en live, on m'avait dit ouais mec t'exagères, mais pour moi la perk, il aurait fallu qu'en fait elle n'ait pas de temps en fait. Les 10% de rapidité indétectable restent tant qu'un autre générateur n'est pas fini. Mais que la perk ne marche qu'une fois ou alors en jetons. Genre on peut gagner des jetons en faisant de certaines façons. Vous savez un peu comme c'est le cas par exemple de gardant le meilleur pour la fin, ou que c'est le cas de, je sais pas moi, jouer avec la nourriture. Genre par exemple on commence qu'avec 2 jetons et la perk ne fonctionne que du coup 2 fois. Là ça pourrait être intéressant. Parce qu'en vrai même là, hein, tu peux très bien, ils peuvent très bien finir un générateur et genre 20 secondes après en finir un autre. Mais justement c'est un peu, ça te permettrait justement de mieux garder tes générateurs et d'être plus efficace. Je sais pas, j'aurais trouvé ça plus marrant à jouer et ça aurait même rendu des tueurs peut-être plus viables. Je trouve que cette perk c'est juste très dommage, personnellement je ne jouerai pas avec et d'ailleurs je n'ai vu aucun, mais vraiment aucune singularité qui joue avec. Avant de passer aux survivants, petit bilan sur la singularité et ses perks. Bon, ses perks, je peux revenir dessus, hein, vous avez compris, je trouve que c'est vraiment pourri. Son pouvoir, je trouve qu'il est vraiment intéressant compétitivement. Stratégiquement, c'est un des tueurs les plus efficaces. Même contre de bons survivants, je trouve qu'il fait vraiment bien le café. Ça fait plaisir de voir qu'il essaie de plus en plus de sortir des tueurs vraiment efficaces, parce que même la marchande de crâne, même s'il était juste ok, et restait jouable et sympathique à jouer. Wesker, pour revenir à un tueur qui date un peu plus, même lui en vrai il était quand même, on va le dire, efficace, même si moi j'aime pas le tueur, faut le reconnaître, le tueur est quand même efficace, et même le chevalier en vrai il a du bon potentiel. Donc là voir qu'il parte, qu'il continue dans cette lignée là avec la singularité, ça me fait plaisir. Tout que le gameplay de la singularité est vraiment très spécifique. Ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ça en jouant un tueur sur DBD, vraiment de presque jouer à un autre jeu quoi. Tellement la mécanique du coup de poursuite et de loop n'est plus la même avec ce tueur, vu qu'on peut se TP et aller plus vite dans certains endroits, mais tout en restant tactique, c'est-à-dire en anticipant les EMP et en mettant nos petites 2 capsules pour pouvoir scouter les survivants et pouvoir les parasiter pour ensuite se TP sur eux. Ça, je trouve qu'il y a vraiment tout un truc de gameplay qui est intéressant, qui je pense ne va pas plaire à tout le monde. Sinon, vite fait, en dehors de son pouvoir, de l'apparence, alors moi j'ai un problème, j'ai vraiment l'impression que c'est dragage mais bis. Je m'explique. C'est tous les deux des tas de chair, c'est tous les deux des chimères, c'est tous les deux des créatures à la base non humaines, et ils se battent tous les deux avec une espèce de faux en guise d'arme. Et en plus, allez, si je veux être un peu taquin, je dirais que les deux se téléportent. Mais bon, là je pousse un peu trop, je sais, d'accord. Mais je sais pas, même à la gueule, je trouve qu'ils ont vraiment trop des airs de ressemblance, c'est super bizarre. Alors, est-ce que c'est juste moi ou est-ce que c'est un avis général? À voir. C'en est fini pour le tueur, maintenant passons au survivant, Gabriel Soma, dernier survivant d'une colonie extraterrestre décimée par la singularité. Il arrive lui aussi avec 3 compétences personnelles, et là pour le coup, elles sont quand même plus intéressantes que celles de la singularité. Et sa première compétence, c'est Expert, une compétence qui s'active lorsque le tueur nous pourchasse. Et lorsqu'elle est activée, nous voyons l'aura du générateur dont les réparations sont les plus avancées, mais aussi l'aura du tueur pendant 6 secondes après qu'on a fait tomber une palette pendant cette poursuite. Il est important à noter que les effets de cette compétence de lecture d'aura continuent 10 secondes après la fin de la poursuite. En vrai, je trouve que la compétence est vraiment forte et vraiment utile. Après, je trouve pas non plus qu'elle est méta, mais en vrai, juste le fait, par exemple, de pouvoir voir l'aura du tueur pendant qu'on poursuit, pendant qu'il nous poursuit lorsqu'on fait tomber une palette, juste ça, je trouve ça super cool parce que souvent, les loops où il y a des palettes, ça arrive qu'il y a des murs où, ouais, c'est ça, ça arrive qu'il y a des murs qu'on voit pas trop le tueur et que derrière, il essaie de nous leurrer. Là, ça nous permettrait d'anticiper. Donc en vrai, vraiment, pourquoi pas pour des builds, poursuite en fait. Et puis même, je n'ai pas parlé de l'effet qu'on pouvait voir l'aura du générateur, mais ça, c'est intéressant de 1 pour éviter de s'approcher du générateur pendant que le tueur nous poursuit, et de 2 pour après, si le tueur, on le sème ou décide de partir, pouvoir rejoindre ce générateur pour aider à le finir. Donc vraiment intéressant. Sa deuxième perk, et celle-ci, je pense que vous l'avez très probablement vue, et vous connaissez déjà l'existence, fait pour ça. Fait pour ça, c'est une compétence qui s'active lorsque vous êtes blessé. Et une fois qu'elle est activée, alors,
Si vous connaissez pas l'existence de la perque, je vous invite à vous asseoir avant d'entendre ce que je vais vous dire. Mais en gros, vous vous déplacez 3% plus vite en courant. Alors il y a un autre effet qui vous permet de donner un statut d'endurance à un survivant lorsque vous l'avez soigné. Alors il y a un autre effet qui vous donne un statut d'endurance après avoir soigné un survivant pendant 10 secondes. Mais alors en vrai, on s'en fout. Juste le fait d'aller 3% plus vite lorsqu'on est blessé. Alors, si vous débutez sur le jeu, ou que vous êtes vraiment un joueur casu assez chill, en mode vous jouez vraiment juste pour vous amuser, DBD c'est genre vraiment DBD c'est un passe-temps. Vous n'êtes pas à fond dessus. Vous pouvez pas vous rendre compte, je pense, à quel point ça peut être très fort, surtout mélangé avec d'autres perks. Pour le coup, j'y ai joué avec Théorie Ténébreuse, plus Résistance. D'ailleurs, c'est un truc qu'on voit souvent, c'est des gens qui jouent avec Fait pour ça plus Résistance. Et c'est vraiment insane. Même dans les dead zones, t'as l'impression d'aller plus vite que le tueur. J'exagère un peu, mais franchement, on en est pas loin. J'ai rien de spécial à rajouter à Fait pour ça. Je suis juste curieux de savoir si la perk va recevoir un nerf ou non. Je pense que c'est plutôt les autres perks qui vont se prendre un nerf, style Résistance. Je pense que par exemple, cette perk là ne va pas fonctionner avec d'autres perks style Résistance par exemple. Ou Théorie Ténébreuse, genre en fait c'est des effets qui ne vont pas se cumuler. Ah, je l'ai pas dit, mais il faut quand même reconnaître que Fait pour ça, ça a quand même un petit défaut, c'est que ça ne marche pas si on souffre d'épuisement. Voilà. Et sa dernière compétence, Récupérateur. Récupérateur vous permettra déjà de pouvoir récupérer à coup sûr dans un coffre une boîte à outils. Ensuite, lorsque vous réussirez un test d'habilité parfait, vous obtiendrez un jeton. Lorsque vous aurez atteint un maximum de 5 jetons, votre boîte à outils sera complètement remplie si elle était vidée. Alors, inutile de passer par un casier pour la remplir, comme c'est le cas par exemple avec la compétence de Félix. Non, là c'est vraiment la boîte à outils est remplie. Alors attention, parce que lorsque la boîte à outils sera remplie, votre vitesse de réparation sera réduite de 50% pendant 30 secondes. Alors vous dites, putain c'est de la merde du coup cette perk. En vrai non, faut juste, je pense, jouer stratégiquement. Lorsque vous aurez ce temps de 30 secondes, je pense qu'il faut plus se concentrer sur d'autres actions, comme loupe le tueur, ou alors bénir des totems, ou alors aller soigner des potes ou autre. Je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut le penser. Si cette perk existe, c'est pour éviter que certaines personnes abusent en enchaînant la boîte à outils en boucle comme ça. Parce que ça vous, peut-être, encore une fois, si vous êtes casu, ça vous paraît pas logique ce que je vais dire, enfin, que ça n'existe pas. Mais alors des survivants qui arrivent à faire des tests d'habilité parfaits, mais alors tranquillement, ça existe, hein. Et il y en a plein. Donc à mon avis, c'est pour éviter que ces gens-là abusent un peu trop de la compétence et des boîtes à outils. Mais en vrai, étrangement, je trouve que c'est la moins intéressante de toutes, malgré le fait qu'elle soit vraiment très cool. Surtout pour le fait de pouvoir récupérer une boîte à outils dans les coffres. Ça, c'est vraiment cool. Ça en est tout pour le survivant. Peut-être vite fait un avis. Franchement, j'adore le design du personnage. J'adore le principe, enfin d'ailleurs, du futur. Ce que j'ai pas dit pour le tueur, mais c'est que le délire futuriste est enfin respecté. Non, je me demande si c'est pas lié au fait de la déception que les gens ont eu que la marchande de crâne soit pas une tueuse futuriste. Parce que c'est pas que moi, hein. J'ai vraiment lu des articles après qui sont sortis par la suite. C'est un cas plutôt général. Mais ouais, bref, excusez-moi, je divague. Ouais, j'aime bien ce style vraiment très futuriste. J'adore vraiment, ouais, l'esthétique du personnage. Il a un thème à lui, ça fait plaisir. Même si c'était aussi le cas des deux autres survivants. Il y a des lignes de dialogue aussi, ça c'est très sympathique. Même si on l'entend vraiment que dans le salon et que c'est très rare qu'il parle. Et en vrai, encore une fois, je me répète, mais je trouve qu'il a vraiment un look qui le différencie des autres survivants. Je trouve qu'en vrai, les survivants qui sortent là récemment, à part les deux derniers que je trouve qui sont vraiment à part, qu'eux sont vraiment très vanilla, je trouve qu'ils ont vraiment des styles qui les différencient. On arrive vraiment à... Je trouve qu'ils sont vraiment assez uniques. Vittorio avait vraiment son style à lui, ce survivant-là vraiment son style à lui, Adi avait vraiment un style à elle. Je sais que Adi n'est pas aimée comme survivante, mais alors franchement je trouve franchement elle est dans mon top 5 des survivants préférés. Non, j'aime beaucoup cette direction aussi qu'ils prennent sur le design des nouveaux survivants. J'espère qu'ils vont continuer comme ça. Bref, passons à la map, mais alors vraiment une petite parenthèse. Bon, que dire sur cette nouvelle map ? Je parlerai bien sûr du fait que, putain, une map SF dans l'espace, avec une jungle extraterrestre et vraiment une faune et une flore surtout, qui est vraiment très exotique et à la fois qui a l'air très très hostile, avec ces plantes qui bougent et qui grincent vraiment quand ils se déplacent en fait, avec ces oiseaux des fois qui passent dans le ciel et projettent des ombres au sol, ce qui au début m'a un peu surpris, je vais pas dire que ça m'a fait sursauter, mais ça m'a vraiment surpris. C'est une map qui est très rafraîchissante, en tant que survivant elle est très agréable, mais il y a un mais. Je trouve
trouve que cette map est infâme en tant que tueur. En fait, la map est beaucoup trop bordélique et toute cette palette de couleurs ultra variées, ça je l'ai pas dit, je l'ai pas vu, enfin, même si là je vous montre des extraits à l'écran, la map a une palette de couleurs vraiment très variée. Je trouve qu'on perd trop facilement les survivants en fait. Après, je me rappelle que Raccoon City au début quand c'était sorti, et même Silent Hill, on perdait facilement les survivants parce que c'était une map qui avait un pattern qui était très spécial et très à elle, alors que maintenant, bon, Silent Hill et Raccoon City, je pense que tout le monde connaît, personne n'arrive à se perdre dessus, à part peut-être les nouveaux arrivants. Donc peut-être qu'avec cette map ça va changer. Mais c'est le seul défaut que j'aurais à dire pour l'instant. Je pourrais aussi dire que c'est pas une très bonne map pour son tueur. Je trouve qu'il galère un peu trop vu qu'en fait il y a beaucoup d'obstacles justement sur le champ de vision des biocapsules, qui là est un gros bordel, et que du coup c'est un peu compliqué de pouvoir viser les survivants à plusieurs points. Vraiment la map étrangement n'a pas été pensée pour ce tueur, mais sinon elle est vraiment très cool. Et voilà, ça en est tout pour cette analyse du chapitre 28. Alors oui, j'ai pas fait d'avis global, mais vu que j'ai fait des avis sur les tueurs et les survivants après en avoir parlé, en fait je trouve ça mieux, puis pour le montage ça passe mieux. Plutôt qu'à la dernière fois je me suis emmerdé à monter toute la partie avec où je rage, sortons les termes, hein, en parlant de la marchande de crâne. Donc là j'ai voulu faire un truc plus soft et je pense qu'en vrai pour les prochaines analyses de chapitres ça va aussi être comme ça. J'espère que ça vous a pas trop dérangé ou pas trop dépaysé que l'analyse de chapitre sort après la PTB. Je pense que les prochaines on les fera vraiment, mais alors vraiment pendant les PTB, ça dépendra vraiment de moi en fait. Alors, la question qui va se poser aussi, c'est est-ce que je vais analyser le chapitre avec Nicolas Cage, qui est normalement le prochain? Je sais vraiment pas, en fait j'ai fait aucune analyse de survivant unique, mais après j'ai bien fait l'analyse du Cenobit qui était sorti avec aucun autre survivant, donc c'était un tueur unique. Franchement, ça dépendra si je suis motivé ou non. Après c'est qu'un survivant, donc il n'y aura pas de pouvoir parler, ce sera juste des pairs qui a un avis. Donc peut-être, allez, pourquoi pas histoire de gratter une vidéo, mais en vrai, je vous promets rien. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures. La bise!